Mesdames et messieurs les festivaliers, bonjour et bienvenue à ce colloque de Ségou 2023. Chers participants, merci à tous pour votre présence. Nous sommes très honorés ce matin de vous recevoir dans cette salle du professeur Youssouf Tata Cissé pour la session inaugurale du colloque de Ségou 2023. Nous sommes très heureux de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque de Ségou. Nous sommes très heureux de voir l'appropriation progressive de ce format par tous et surtout son alimentation par tous. Donc je vous remercie de votre indulgence et souhaite à tous une bonne session. Ceci met fin à cette cérémonie d'ouverture du colloque de Ségou. Alors, donc, moi j'ai la lourde, comme dirait quelqu'un, mais l'agréable mission et l'honneur d'introduire les premiers intervenants, deux personnalités immenses et bien connues de la scène culturelle africaine, le professeur Loupi Chimbouyamba et M. Ousseynou Ouad. Il est vrai que le sujet concernant les changements climatiques aujourd'hui a dépassé le cadre des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement pour atteindre l'ensemble des préoccupations de l'humanité. On se plaint un peu de la dégradation de l'environnement des festivals, mais ça, on peut le comprendre. Ça ne se passe pas en Afrique, c'est ailleurs en Afrique que ça se passe quand on parle de dégradation de l'environnement par les festivals, les différents festivals que nous avons connus ici. Je parle de Ségou, mais je parle également d'autres festivals qui sont à travers le continent, ont une préoccupation essentielle de l'environnement. Il ne s'agit pas simplement de questions d'énergie, il ne s'agit pas simplement de questions de pollution, mais il s'agit en fait de l'importance que l'environnement occupe dans nos vies. Alors, cette table ronde doit nous permettre d'aboutir à des réflexions et des stratégies et perspectives sur ces deux questions. Comment optimiser la mobilité des acteurs et des artistes et comment faire en sorte de développer le marché des œuvres dans un contexte de mobilité en pleine transition. C'est vrai que quand on parle de mobilité, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'avant-Covid, pendant la Covid et l'après-Covid, mais à l'avant-Covid, il y avait déjà un énorme besoin de mobilité, beaucoup de problématiques, de défis sur la mobilité, notamment la mobilité des artistes, des professionnels de la culture, qui est cette mobilité des hommes, mais il y a aussi à côté de cela la mobilité des biens et des produits culturels, parce que c'est vrai que les artistes ou les créateurs voyagent, mais aussi avec leurs œuvres. Et c'est quelquefois aussi l'une des parties qui est une des plus importantes, qui requiert énormément de soutien. Mais c'est aussi une grosse problématique en termes d'autorisation. L'autorisation entre les frontières, parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour se déplacer et même déplacer des œuvres, ce sont des frontières, ce sont des autorisations. Et quand on parle de frontières, on parle de dispositifs qui sont mis en place entre les États. Et donc, il y a une grosse dépendance par rapport aux accords que les États ont entre eux pour permettre justement ou faciliter cette mobilité, ou quelquefois, je dirais même la compliquer. Dans le cadre de mobilité au niveau de la fondation du Fonds africain pour la culture, nous avons essentiellement des problèmes au niveau du visa. Le visa pose énormément de problèmes. On se rend compte que la mobilité est possible dans les financements. L'argent peut bouger rapidement, mais pas les personnes. Le deuxième problème qu'on a au niveau de la mobilité, c'est le transport. Le transport des œuvres coûte extrêmement cher. Mais le retour aussi des œuvres pose problème parce qu'au niveau de la douane, quand les œuvres retournent dans les pays, la douane veut faire payer les artistes,
Mais nous avons aussi des pays où l'exportation des œuvres est interdite par la loi, notamment au Maroc, à Tunisie. Ça, c'est à peu près dans le cadre du transport, essentiellement pour les arts plastiques. Mais quand on dit mouvement, quand on dit déplacement, c'est aussi dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique. Je pense que les musiciens ont moins de problèmes que les plasticiens, par exemple. Ça, c'est à peu près les différents problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de la logistique pour le déplacement des artistes et des œuvres. En 2019, j'ai été représenter le Mali à une compétition internationale à Rome et à Milan. Il y avait 180 pays. Et le Mali a remporté le premier prix à travers ma modeste personne à Milan. Les excédents de bagages, on les a envoyés et jusqu'au moment où je vous parle, moi, ces œuvres-là qui ont permis au Mali de remporter le premier Grand Prix mondial est bloqué encore à la douane du Mali. Un constat, c'est que dans les partenariats, j'ai vécu l'expérience, quand le partenaire a besoin de vous, il fait tout pour faciliter les questions administratives de visa, de demande de visa et puis d'obtention de visa. Mais quand l'initiative de voyager vient de l'artiste ou du chercheur, c'est pas gagné d'avance. Je pense qu'à ce niveau, il y a une injustice dans les relations de coopération, évidemment qu'il faut réfléchir. Merci beaucoup. Je crois qu'il est inutile de préciser le rôle du tourisme comme un facteur décisif de développement de nos pays, tant les ressources du tourisme constituent autant de potentiel immatériel. Non seulement il est autant important que le potentiel matériel, mais le fait qu'il est renouvelable et qu'il ne se consomme pas. Et pour parler de ce thème, nous allons aller en mode conversation avec nos deux intervenants. Monsieur Edmond Moukala, qui est le chef du bureau de l'UNESCO à Bamako, et Monsieur Mamou Dafé, qu'on ne présente plus, qui est le président du festival sur le Niger. Nous voulons parler du patrimoine, nous voulons parler patrimoine et tourisme. Pour moi, donc, le patrimoine culturel, dont l'UNESCO fait référence au niveau de la Convention de 1972, c'est des valeurs exceptionnelles de l'héritage laissé donc par des générations passées qui doivent être chéris vraiment pour les générations futures. Cet héritage, certes, ça peut être des bâtiments, ça peut être des monuments, ça peut être aussi des expressions vivantes ou du patrimoine vivant. Mais ce qu'on évoque très peu, en fait, c'est des témoignages du passé qui reflètent le savoir-faire, la connaissance, les sciences de nos ancêtres, qui reflètent en fait la grandeur de ce que ces royaumes, ces personnes, ces peuples, ces communautés ont pu donc cumuler à travers des siècles et transmis donc vers les générations futures. Alors, parler de tourisme, développement culturel et de tourisme et de patrimoine, la prospection du tourisme, du patrimoine touristique et culturel basé sur la créativité est une nécessité, est un exercice assez important qui va participer à la valorisation de nos sites et de nos histoires. J'aimais à dire en son temps que nous avons des beaux sites, nous avons des belles histoires. Qu'est-ce qu'il faut? Et ce qu'il faudrait, je vais donner 2 ou 3 illustrations. Le tourisme, c'est une activité à croissance, dont la croissance augmente beaucoup plus vite que beaucoup d'autres filières. L'Organisation mondiale du tourisme a dit que le tourisme, de façon générale, croît de 4 à 5% par an. Mais ça, c'est le tourisme général. Mais le tourisme culturel croît 3 fois plus vite par an. Ça veut dire que ça peut aller à 15%.
prédominance à la fois sur le patrimoine contemporain et le patrimoine ancien. Vous avez un discours, vous avez un vécu. Nous voudrons vous entendre en s'inscrivant dans cette conversation scientifique où l'oralité, la tradition de l'orateur se conjugue avec l'actualité, la virtualité, le numérique, le direct. Alors la question de la restitution, puisque c'est le titre qui nous est proposé, il faut vraiment comprendre que c'est une notion différente de celle de la reprise. On ne dit pas on reprend les objets. Parce que quand tu dis je reprends les objets, c'est toi qui prends, qui est le sujet de l'action. Mais quand on te restitue, tu es le destinateur et il y a quelqu'un qui est le sujet de l'action de restituer. Donc c'est différent de la reprise. C'est comme si on dit on récupère. Tout à l'heure, quelqu'un a commis le lapsus là-dessus, mais c'était intéressant. On dit on va récupérer. Si on avait dit la récupération, ça supposait qu'on affrète notre avion, on s'en va, on dit bon, donnez-nous nos objets. Donc la restitution, ce n'est pas la récupération. Ce n'est pas aussi un simple retour. On pouvait dire retournez-nous les objets. Quand on dit le retour des objets, c'est comme si on était là, que c'est un acte objectif posé entre le destinataire et l'émetteur. Il faut savoir que l'Afrique n'est pas le seul continent qui est préoccupé par la question de la restitution. C'est une question qui a opposé les États. À l'intérieur de l'Europe, les Français ont eu à restituer des œuvres aux Athéniens. Il y a des œuvres des Athéniens qui sont encore à Londres et il y a des procédures de restitution et on n'a pas le temps de voir toute la législation qui se met en place. Et il nous suffira de rappeler que Napoléon Bonaparte a été un grand pilleur de musées lorsqu'il allait dans ses campagnes et il pillait, il prenait les œuvres, il les envoyait en France. Alors maintenant, il ne faut pas non plus croire ou donner à croire que tous les objets que nous avons dans ces différents musées sont des objets volés. Les objets ont des destinées ou plutôt ont des trajectoires qui sont spécifiques. Il faut arriver à faire le tri entre ces différentes trajectoires. On est venu nous attaquer, on a déporté nos biens. Et ces biens-là n'étaient pas que culturels. La plupart de ces biens étaient cultuels. Donc, ces biens sont revenus en perdant toute leur charge culturelle, toute leur charge énergétique. Donc, même si on nous restitue ces biens-là aujourd'hui, c'est vrai qu'on les a, mais on a perdu quand même quelque chose. Et ce quelque chose-là, je ne sais pas comment on peut nous le restituer. Je soulève cet argument pour complexer un peu les Africains. C'est-à-dire la question de savoir, les biens, quand on les amène, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on va les... Voilà. J'avais coutume de dire, mon bien m'appartient, j'en fais ce que je veux. Ça vient un peu à poser la question de quels espaces aménageons-nous pour engager nos populations, nos citoyens, dans ces conversations qui les concernent. Pour redéfinir aussi, comme vous avez mentionné, professeur, il y a plusieurs dimensions patrimoniales, plusieurs enjeux patrimoniaux, et la signification va varier en fonction des différents publics. Patrimoine et créativité, je crois que le premier thème qu'on a développé ici nous donnait déjà un aperçu de ce que nous devrions faire quand on a parlé de culture et de nature. Donc, tout ce qu'on fait, on le prend à partir de la nature. C'est cette transformation-là qui est, si vous voulez, la première créativité dont nous pouvons parler. Les éléments naturels que nous transformons pour nos différents besoins. Ça, c'est déjà de la créativité. Mais à partir de là, quand nous transformons et que nous gardons, nous conservons, ça devient notre patrimoine. Et à partir de ce patrimoine également, il y a possibilité de faire de la création. Je vais résumer les défis en deux. Le premier défi, c'est l'inventaire, comme il a dit, je vais revenir là-dessus. Le second défi, c'est l'inventivité. Donc il faut la rencontre des deux.
L'inventaire, c'est la connaissance de l'état des lieux, des acquis culturels. Qu'est-ce que nous avons trouvé sur place? Comment cela a fonctionné? Dans tous les compartiments, on est dans le domaine culturel, artistique, mais c'est valable pour le domaine économique, politique, social. Quand on parle de patrimoine culturel, ça traverse toutes les sphères de la société. Donc le patrimoine, c'est la rencontre de l'emprunt et de l'empreinte. C'est au confluent des deux. Alors c'est pour ça que je disais qu'il faut le défi de l'inventaire. Qu'est-ce que nous avons? Au plan artistique, je donne l'exemple de la musique, on peut faire la même chose pour le cinéma, Gimba de Cheikh Oumar Sissoko, Sarawonia de Maître Ondo, les arts visuels. J'ai donné ici la dernière fois l'exemple d'Ablaye Konaté, qui a eu le premier grand prix de la Biennale de l'art africain contemporain à partir de la nouvelle version de 96. À partir de quoi? L'œuvre qu'il a créée à partir de la tenue des chasseurs. Ça a fait le tour du monde. Or, il n'a fait que poser un regard sur cette tenue que les gens voient depuis des siècles, mais à laquelle ils ne font pas attention. Il l'a recréée, il l'a mis dans un autre espace où on regarde les choses autrement. Donc on peut faire la même chose dans tous les domaines. Le côté bas, c'est que ça peut produire. Et moi, je m'intéresse beaucoup plus à la question de la spiritualité et également le rapport entre la transmission des connaissances spirituelles africaines à nos jours. Je voudrais, c'est des questionnements. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand je vois ma fille qui vient me réciter une leçon sur la féodalité en France, l'Empire romain, qui fait la C1 ou C2, mais qui n'arrive pas à m'expliquer ce que c'est que l'histoire du Manding, ça frustre. Parce que tout simplement, nous, on est passé par là, et c'est au fur et à mesure que nous évoluons, on se rend compte qu'on est en train d'être déraciné complètement et à dessein. Nous sommes en train d'ouvrir la toute dernière conversation sur le thème le Code Maya, savoir, valeur et art. À la suite de cette conversation, nous allons procéder à la cérémonie de clôture du colloque. Donc, ces deux éminentes personnalités sont chargées d'introduire cette discussion autour du thème Code Maya, savoir, valeur et art. La question du Maya, c'est un code. C'est, disons, une valeur, c'est un code de conduite qui nous vient de très loin. Ici, on est dans le processus de ce qu'on appelle l'amolie à l'amont. Et l'amont, c'est parvenir à un état de maturité pour pouvoir continuer la société. Ça, c'est donc un premier principe qui est fondateur du Maya. Le deuxième, il faudrait que, parallèlement à ce processus, vous puissiez accompagner les principes. Vous devez l'encadrer. Et là, on est dans le domaine de l'encadrement Kama. Quand je prends le patrimoine, je parle par exemple de ce langage qu'on peut sortir au niveau de tout ce qui est masques, statuettes, mais également les marionnettes, qui véhiculent un langage qui est empreinte, que les hommes essaient de s'identifier donc au comportement des animaux. Et c'est le comportement des animaux parce qu'un animal, il a toujours un caractère particulier. Et tout caractère qui peut permettre de pouvoir avoir un caractère qui va dans la sociabilité, qui va dans la force, le respect, et ça c'est important. Mais il peut avoir aussi des caractères du fait que les gens ne sont pas sociables. Je pense que la culture, pour moi, c'est l'âme fondatrice d'une société, d'un peuple ou d'une nation. À ce titre, donc, nous devrons nous intéresser à notre histoire, c'est-à-dire que c'est que les empires du Ghana, du Mali ou du Songo, les endroits du Massina nous ont légués. Donc, à travers des écrits, à travers les manuscrits anciens du Mali, quand on parle de manuscrits, on pense que les manuscrits se trouvent seulement à Tombouctou. Alors que dans tout le Mali, comme à Gao, à Sigasso, à Ségou, à Kaï, il y a des manuscrits. Donc il faut que nous valorisons ces manuscrits. Est-ce que, comme dans la société traditionnelle, c'était sous forme d'initiation et on donnait les valeurs du code Maya à travers les initiations? Est-ce qu'à l'époque contemporaine, au moment où nous sommes maintenant, est-ce que nous pouvons nous servir de ces contenus-là qui sont enseignés de façon initiatique
pour les enseigner à nos adolescents ou bien à nos classes d'âge? Je pense que le thème est encore plus profond que tout ce qu'on est en train de dire. Je voudrais quand même nous ramener sur notre base, la base de la société, la base familiale. C'est vrai, on peut être traité de personnes sérieuses ou bien de personnes, vous m'excusez du terme impoli ou bien qui se comportent mal. Mais moi, je pense que le fondement de tout ça réside dans la famille. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à nos sociétés actuelles? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos villages? Qu'est-ce qu'il faut édicter à nos familles? Est-ce que nous n'avons pas la possibilité? Je dis oui. Et je prends l'exemple de l'ICAM, où je suis professeur. Je suis là avec beaucoup d'intervenants dans cet institut qui est en train d'enseigner ces valeurs-là aux étudiants, niveau master. Et je crois que c'est comme ça. Et il est possible, comme le doyen a posé la question, de ramener ces connaissances-là au niveau plus bas, au niveau inférieur. C'est possible. Pourquoi dans le curriculum de l'école formelle, il n'y aurait pas une place? Il y a une place bien pour l'éducation civique, etc. Il y a une place pour l'éducation physique. Pourquoi il n'y aurait pas une place pour l'enseignement de nos valeurs dans nos écoles? C'est ça qui explique ce format-là qui est innovant, qui est différent des formats de grandes conférences, avec de grandes communications, souvent avec des monologues. Donc on est dans la recherche, mais en même temps qu'on cherche, on fait, on essaie, on repense, on corrige. Donc c'est la même chose qui se fait à l'ICAM, qui est un institut d'enseignement supérieur, qui délivre un master reconnu par l'État malien, mais qui est un institut basé sur nos réalités, qui ne copie pas ce qui se fait ailleurs, parce qu'il répond aux questions du Mali et de l'Afrique. Voilà pourquoi dans cet institut qui délivre des masters, nous recevons des gens qui n'ont pas fait l'école française, ce qui ne signifie pas ne pas faire l'école. Pour nous, ce sont des docteurs et des professeurs dans leur domaine des traditions africaines. Donc, si on s'était fondé sur les curricula des autres masters, des autres universités, on n'aurait jamais osé faire ça. Donc, ça commence déjà, et ça commence bien au Mali et à Ségou. C'est pour ça que quand on parle du Mali, moi je pense... Donc, le Mali, ce n'est pas la République du Mali, c'est le Mali bas. Nous sommes ici parce que c'est le Mali bas. Alors, et quand on dit Mali bas, c'est le Maya, c'est le Nit Nitay Garabam des Wolof, c'est le Nerdoko Bandoum des Poulars, c'est le Ubuntu des Zoulous, qui dit exactement la même chose que le Maya. C'est sans toi, je ne suis rien, et ensemble, nous ne faisons que. C'est la capacité que Ségou a de réunir ce monde-là qui en fait ce laboratoire unique. Ça, c'est un outil à préserver. Et voilà pourquoi il résiste à toutes les crises. Parce que ce n'est pas un laboratoire ségovien ou malien, c'est un laboratoire africain international. Je commence à adresser mes chaleureuses félicitations aux organisateurs pour cette heureuse initiative, devenu traditionnel et dépassant aujourd'hui nos frontières. Je veux nommer Art Festival sur le Niger, qui est à sa 19e édition sur la terre ségovienne, pleine d'histoire de notre culture. Distingués invités, ce fut un plaisir et un honneur pour moi d'être désigné comme parrain du colloque de Ségou 2023, dont nous procédons à la cérémonie de clôture. En effet, ce colloque est un espace de débat et de partage d'expériences mis en place par le Festival sur le Niger depuis sa création autour des grands défis et enjeux de notre société. Il regroupe tous les 2 ans la participation de l'intelligentsia, dont des chercheurs, des créateurs, des philosophes, des scientifiques et des décideurs qui viennent d'Afrique et d'ailleurs. Que vous soyez en remerciés pour avoir parcouru des milliers de kilomètres pour être là, ici à Ségou, terre du royaume Bambara de Ségou. Aussi, permettez-moi
de saluer la pertinence du choix du thème de cette édition, à savoir patrimoine et créativité, qui répond parfaitement à la vision de nos plus hautes autorités, eu égard aux défis majeurs qui se posent à nous, comme la crise sécuritaire et celle de nos valeurs humaines du Maya. Nous serons à vos côtés désormais pour les préparatifs, afin que plus que jamais, nous puissions ressentir que cet événement puisse se dérouler conformément aux normes de l'environnement et du développement durable. Cela est indispensable vu la désertification et la richesse des activités de Ségou Art sur le Niger, comme la foire de Ségou, la caravane culturelle pour la paix, ce présent colloque, le salon d'art contemporain, Corée Fab Lab, le théâtre, le conte, la danse.